Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui dans le cadre du cours de design d'environnement, on va parler des différents types de matériaux utilisés et de différents revêtements. Le revêtement, c'est toute matière avec laquelle on va couvrir soit les murs, soit les sols, soit un autre type de surface. Donc les matériaux de design d'intérieur et finition. Quand on parle de finition, c'est l'effet final d'un matériau ou d'un rendu. Les matériaux de conception et de finition sont les éléments qui donnent la touche finale d'un projet. Ça veut dire le résultat final et l'aspect final. Ce qui veut dire la texture, la couleur, ainsi de suite. Faire le bon choix peut vous permettre de donner un aspect différent et unique à un espace donné dans un projet d'aménagement. Dans ces différents types de matériaux, on va voir les tissus et les fibres d'intérieur, ça veut dire toutes sortes de tissus utilisés dans l'ameublement à l'intérieur, que ce soit les tapis, que ce soit les moquettes, que ce soit la tapisserie, que ce soit les rideaux, ainsi de suite. Les techniques de peinture et finition, qui sont les différents types utilisés dans l'application de la peinture sur les différents types de murs ou de surface en fonction d'un résultat désiré, ainsi de suite, en fonction aussi de la durée, de la résistance du revêtement, en fonction aussi de l'emplacement du lieu, est-ce qu'il y a plus d'humidité, est-ce qu'il y a plus de lumière, ainsi de suite. Et puis on va voir aussi quels sont les différents types de revêtements appliqués sur le sol, bien évidemment, en fonction de l'espace, en fonction de l'usage, en fonction de l'emplacement, en fonction du climat et ainsi de suite. Les tissus et les fibres d'intérieur. Premièrement, on va parler d'une matière qui s'appelle l'acétate, c'est une matière industrielle. L'acétate est également connu sous le nom de fibre d'acétate ou de cellulose. Elle est aussi obtenue à partir de la pâte de bois, donc c'est un procédé industriel qui nous permet de synthétiser cette matière qu'on appelle acétate ou cellulose. Alors, elle est très résistante, donc elle est, de par sa résistance, elle est très utilisée pour les draperies. Toutes sortes de tissus, de rideaux, ainsi de suite. L'acétate est un substitut commun à une variété de fibres naturelles, car elle est polyvalente et elle est peu coûteuse, donc elle ne coûte pas très cher. Elle est en outre utilisée dans la fabrication des satins et dans d'autres types de fibres. Et après, on parle aussi de fibres d'acrylique. Alors l'acrylique, elle est fabriquée à partir de la polymérisation, c'est un procédé industriel, polymérisation de la molécule d'acrylonitrile. Elle est douce et chaude, donc c'est une sensation douce. L'acrylique ne se plie pas facilement et résiste au rétrécissement et elle est très résistante. Le rétrécissement, c'est sous l'effet de la chaleur. Donc quand il y a de la chaleur, tous les matériaux sont susceptibles de se dilater et d'augmenter de volume. L'effet inverse, c'est le rétrécissement. Sous l'effet d'une chaleur très basse, tous les matériaux qui se dilatent se rétrécissent sous l'effet de la chaleur. L'acrylique se colore très bien, donc il est très facile de mettre une couleur sur cette matière, bien sûr avec un procédé industriel. Elle est lavable, elle est généralement hypoallergénique. Ça veut dire qu'elle ne cause pas trop d'allergies comme le coton ou la laine. Les utilisations comprennent plusieurs types de vêtements, des chaussettes, des chapeaux, des gants, des foulards, des chandails et des tissus aussi d'ameublement. Le polyester. Il y a des tissus qui contiennent un pourcentage de polyester, comme on le sait tous. Le polyester est un dérivé du pétrole. Il est considéré comme très fort et peut être lavé à la main facilement. Le polyester est souvent mélangé avec des fibres naturelles afin de créer des fibres plus améliorées qui sont extrêmement solides et durables. Donc c'est un matériau très solide pour une utilisation dans l'ameublement et la tapisserie d'ameublement. Les fibres et les fils et les cordages en polyester industriel sont utilisés dans les renforts de pneus. On trouve ce matériau un peu partout. Dans les renforts des pneus,
dans les tissus pour bandes transporteuses, dans les ceintures de sécurité, très solides, extrêmement solides, les tissus enduits et les renforts en plastique à haute absorption d'énergie. Le coton. Le coton est obtenu à partir du raffinage de la plante portant le même nom, parce que c'est une plante à la base, on le sait tous. Le coton, c'est une plante cultivée. C'est un tissu très fort et résistant. Il est apprécié pour ses nombreux avantages, car il est durable, économique et aéré. Ses propriétés lui permettent aussi bien d'être utilisé en tant que tissu de revêtement pour le quotidien. Le coton est utilisé pour fabriquer un certain nombre de produits textiles comprenant des serviettes de bain et des peignoirs très absorbants, des jeans, des velours côtelés, des draps de lit, des chaussettes, etc. Le coton est également largement utilisé pour les tissus décoratifs car il résiste très bien à la chaleur et à la lumière. Ici, on a un exemple du tissu en coton. Le nylon ou le polyamide. Le nylon, aussi appelé polyamide, est formé avec du goudron, du charbon et du pétrole. Donc c'est un mélange industriel. Le nylon est non rétractable, résistant au pli et facilement lavable. Non rétractable, ça veut dire il n'est pas élastique, on ne peut pas le rétracter. Il est apprécié pour toutes ses caractéristiques et s'est avéré être la fibre synthétique la plus durable disponible actuellement. Les fibres de nylon sont utilisées dans de nombreuses applications, y compris les tapis, les cordes musicales, les cordes industrielles, ainsi de suite. Donc le polyamide, il a remplacé la soie parce qu'il a en apparence un peu le même effet dans des applications militaires telles que les parachutes, les gilets pare-balles et a été utilisé dans de nombreux types de pneus de véhicules. Et puis on peut parler aussi d'un autre tissu qui est à base de soie. La soie, on sait tous ce que c'est que la soie. Il y a aussi une fibre naturelle, elle est obtenue à partir du cocon de la pyrale du ver à soie. La soie est appréciée pour sa délicatesse, son luxe elle peut être très cher. C'est un tissu qui coûte cher. Elle est populaire parmi les articles de luxe en raison de sa texture unique et de son aspect lustré et brillant. La soie est un tissu qui contient une certaine brillance, c'est pour cela qu'il est considéré comme un tissu précieux et aussi son origine naturelle. La soie nécessite un nettoyage à sec fréquent parce que c'est un matériau très fragile. Elle peut facilement être froissée et peut être endommagée si elle est exposée trop longtemps aux rayons du soleil. Après, on peut parler aussi de la laine. Donc la laine qui provient des animaux comme les moutons est une autre fibre naturelle. Elle est fournie par les moutons et transformée par divers procédés de raffinement, à savoir la teinture, ainsi de suite. Elle peut être teintée avec n'importe quelle couleur. En plus des vêtements, la laine a été utilisée pour les couvertures, les moquettes, l'isolation en laine et la tapisserie d'ameublement. La laine est utilisée aussi pour absorber les odeurs et le bruit dans les machines lourdes et les haut-parleurs stéréo. La laine est très polyvalente. On parle aussi de laine de verre. La laine est très polyvalente et peut être mélangée avec des synthétiques pour créer un tissu amélioré. Ensuite, on parle de lin. Le lin, tout le monde connaît la toile de lin. Le lin est une fibre naturelle, dérivée de la plante du même nom, qui fournit des fils résistants qui sont légèrement brillants et d'apparence lisse. Le tissu en fibre de lin est très résistant aux mites. Les mites, ce sont des espèces de petits vers blancs qui se constituent quand il y a de la moisissure ou une nourriture qui va pourrir. Et supporte très bien l'usure. Le lin est particulièrement facile à laver et également résistant lorsqu'il est mouillé. C'est pour cela que les peintres utilisent la toile de lin parce qu'elle est très résistante. Le lin a tendance à se plisser et froisser assez facilement, mais il s'agit d'un bon choix quand il s'agit d'un tissu pour les rideaux. Donc c'est un tissu considéré comme étant un tissu noble. Ici on a des exemples du tissu de lin. Maintenant on va voir les revêtements qui concernent le sol, les différents types de revêtements.
Le revêtement de sol est un terme pour décrire génériquement tout matériau de finition appliqué à une structure, une surface ou un plancher pour fournir une surface de marche. Puisqu'il s'agit de sol, donc on marche dessus. Le matériau et le revêtement doivent être résistants pour cette raison. Les matériaux classés comme revêtement de sol comprennent les tapis, les moquettes, le linoléum, les revêtements de sol en vinyle, les planchers de bois, ça veut dire les parquets, les carreaux de céramique, c'est le carrelage, les pierres, le terrazzo, on va voir ce que c'est, et divers revêtements de sol chimique sans soudure. Les revêtements sans soudure, ça veut dire en une seule pièce. Les carrelages, vous avez un carreau à côté de l'autre, les parquets, vous avez une planche à côté de l'autre, mais les revêtements sans soudure, ils sont travaillés, appliqués en une seule pièce. Le choix du matériau pour le revêtement de sol est influencé par différents facteurs. Parmi ces facteurs, le coût d'abord, ça veut dire le prix, la résistance, l'isolation acoustique, le confort et la facilité de nettoyage. On sait très bien que pour nettoyer du carrelage, c'est plus facile que pour nettoyer de la moquette. Certains types de revêtements de sol ne doivent pas être installés comme les bois durs qui doivent être évités lorsqu'il y a de l'humidité. Parce que l'humidité attaque le bois et tout autre matériau. Il y a des matériaux moins résistants à l'humidité comme le bois qui ne doivent pas être installés n'importe où et n'importe comment. Alors qu'est-ce qu'un sol terrazzo? On a parlé de sol terrazzo. Il s'agit d'un sol d'environ 15 mm d'épaisseur, composé d'un mélange de fragments de marbre colorés, de ciment et d'autres agents liants qui vont permettre la fixation et la résistance. Le terrazzo vient d'Italie et plus précisément de la région de Venise. Ce revêtement remonte à l'Antiquité et aujourd'hui il revient à la mode. Ici on a un exemple de revêtement en terrazzo. Donc ce sont des morceaux de marbre avec une espèce de ciment qui va lier l'ensemble. Après l'application, le terrazzo va être pensé à l'aide d'une machine spéciale pour ça, pour qu'il obtienne une brillance et une résistance. On a ici un autre type d'application de terrazzo. Tout le monde connaît ce que c'est que le terrazzo. Et puis on va trouver comme un autre type de revêtement le parquet en bois naturel ou en bois massif. Donc le bois naturel est résistant à l'usure et durable. Il procure un aspect naturel chaud qui peut s'assombrir avec le temps. Donc une pièce dont le sol est recouvert, le parquet, va contenir mieux la chaleur qu'une pièce où elle est recouverte de carrelage ou de terrazzo. Ça, on le sait très bien. Donc, cependant, le parquet est vulnérable à l'eau et à l'humidité. Donc, on ne lave pas le parquet n'importe comment, tandis que le bois plus tendre, comme le pin, peut facilement se déformer sous l'effet de la chaleur. Donc, l'opération de dilatation, de rétraction, ça déforme le bois et le parquet. Lorsqu'on pose un parquet, il faut savoir qu'il peut rétrécir et se dilater, créant ainsi des espaces ou des fissures. Donc le fait que les planches et les différents éléments du parquet vont se dilater avec la chaleur, puis se rétrécir avec le froid, va créer des espaces et des fissures entre les éléments. Et puis il y a aussi le parquet en bois aggloméré. Le bois aggloméré, c'est un bois recyclé. On a ici un exemple de bois aggloméré. Donc il est fabriqué artificiellement, mais presque toujours composé en bois véritable. Ce sont des morceaux de bois ramassés et compressés qui vont nous permettre de fabriquer des planches de bois qu'on appelle le bois aggloméré. Ce bois aggloméré se rétrécit également et se dilate, mais moins que le bois massif, et il est conçu pour un temps d'installation plus rapide. Il est plus facile et rapide d'installer du bois aggloméré que d'installer du parquet. Donc, utilisé souvent par une technique qui s'appelle languette et rainure. C'est un système de fixation de parquet qui existe. Et là, on a un détail sur ce que c'est que le système languette et rainure. Donc ici, on a une rainure. Ici, on a deux morceaux de bois qui vont être fixés l'un à côté de l'autre. Donc le premier contient une rainure. C'est un creux sur le profil, sur la partie en profil. L'autre pièce va contenir ce qu'on appelle les languettes. Donc cette languette
va venir glisser et s'emboîter dans la rainure pour qu'à la fin, tout le parquet semble être en une seule pièce, ce qui va éviter les fissures quand il va s'agir de dilatation et de rétrécissement. Un autre type de revêtement, ce qu'on appelle le linoléum. Donc le linoléum, c'est une espèce de matière synthétique. Il ressemble à un caoutchouc, mais dessus, on va trouver des motifs qui vont imiter l'effet du parquet et du bois. Donc, il est communément appelé lino, donc on l'appelle comme ça lino par abréviation. C'est une matière artificielle, mais elle est faite de matières premières naturelles. Le lino est également fait pour imiter d'autres matériaux, tels que les carreaux. Ça peut être des motifs de carreaux sur le lino, comme on voit ici, comme ça peut être des motifs de parquet ou de bois, ou d'autres motifs comme le marbre. Donc, ces motifs sont juste dessinés sur cette matière qui s'appelle le lino. Donc, il est durable, il est plus durable que le vinyle, et contrairement à lui, sa couleur pénètre dans tout le matériau. Donc, si vous coupez un morceau de lino, la couleur que vous avez sur la surface, vous avez cette couleur à l'intérieur du matériau. Alors, comme il s'agit d'un matériau plus souple, il est plus souple à manipuler, c'est comme un tapis qu'on déroule et qu'on colle avec une colle spéciale, il est plus facile à couper. Juste avec un cutter, on peut couper facilement, ce qui facilite les installations et le bricolage. N'importe qui peut installer du lino facilement, c'est comme un tapis qu'on va dérouler sur une pièce. Après, on va parler du carrelage. Le carrelage, ce sont des carreaux en céramique posés un à côté de l'autre pour former un ensemble, soit avec des motifs, soit avec des couleurs unies, soit avec un effet marbre aussi, ou même du bois. Donc, les carreaux sont durables parce que c'est de la céramique, très résistante à l'eau et aux taches. Donc, les carreaux sont mieux adaptés et très utilisés dans les cuisines et les salles de bain, parce que dans la cuisine et les salles de bain, il s'agit de vapeur de cuisine, il s'agit d'humidité, il s'agit du sol et de mer qu'il faut laver tout le temps, et ainsi de suite. Les carreaux sont très demandés, ce qui signifie qu'ils peuvent être obtenus à un coût relativement bas, donc tout dépend de la qualité et du budget, et choisis parmi un large éventail de couleurs, de textures et de formes. Donc on trouve beaucoup de choix et de multitudes de formes et de couleurs dans le carrelage. Ici on a un exemple de carrelage installé avec des motifs qui se répètent, et à la fin on a un aspect, c'est comme s'il était en une seule pièce. Maintenant on va parler des moquettes. Donc, les moquettes est un revêtement au sol doux. Ça veut dire doux au toucher, on peut marcher pieds nus sur la moquette. Il est silencieux, il absorbe les sons. Tout à l'heure, on a parlé d'effets acoustiques. Il y a des matériaux qui absorbent le son et qui ne rendent pas l'écho. Ça veut dire dans des studios d'enregistrement musique audio, on trouve que le mur et les plafonds sont recouverts d'une matière qui va absorber le son, comme le liège par exemple, ou d'autres matériaux. Donc la moquette, c'est un matériau silencieux. Il absorbe les bruits, il est chaud, il procure de la chaleur. Il est utilisé principalement dans les chambres à coucher et dans les espaces de vie. Dans des salons aussi. La plupart des types de moquettes ne sont pas très durables. Et vieilliront, ils vont s'user facilement parce qu'ils vont se tacher, ils vont se salir, ainsi de suite. Donc c'est un matériau très délicat à entretenir. Donc la chaleur et le confort et la texture qu'une moquette apporte à un espace ne peuvent pas être atteintes par d'autres revêtements de sol. On a vu pourquoi, parce que c'est une sorte de tissu synthétique qui a d'autres caractéristiques. La pierre. Le sol peut être également recouvert de pierre, pas seulement de carrelage et de moquette. C'est de la vraie pierre, ce n'est pas des carrelages en céramique. Donc la pierre est le matériau de sol le plus durable parce qu'elle est très résistante. Certaines variétés comme le marbre et le calcaire absorbent les taches et la saleté. Donc le marbre, facile à nettoyer parce qu'il n'absorbe pas, il est très très lisse, extrêmement lisse et très solide, très résistant. Donc la pierre sur le sol est un choix de design intemporel et classique qui peut ajouter une esthétique belle et naturelle à un espace. Donc maintenant on va voir les revêtements du mur. Donc on a vu le sol et les tissus, maintenant on va voir les murs. Quels matériaux peut-on utiliser sur un mur? L'état et la nature de la surface détermineront la technique à utiliser. C'est-à-dire, en fonction de la nature de l'espace,
est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un café, est-ce que c'est une école, ainsi de suite, vont déterminer le choix de ces revêtements sur le mur. Premièrement, on va parler du papier peint. Le papier peint, c'est un papier qui se vend déjà préparé et qu'on va coller sous forme de bande sur un mur. Donc il y a une technique spéciale pour coller le papier peint. Il peut contenir des motifs. Ces motifs peuvent même être en relief, c'est-à-dire qu'on peut les toucher, ils ne sont pas lisses. Il y a une grande variété également. Il est aussi résistant, il y a des papiers peints qu'on peut laver sans problème. Finition de peinture et de design d'intérieur. Donc, il y a différents types de peinture qu'on peut appliquer sur le mur. Il y a différentes techniques aussi pour appliquer ces peintures en fonction de l'effet désiré. Donc, les différentes techniques de peinture qu'on appelle faux fini, on va voir ce que c'est, avec leur style et rendu surprenant, peuvent transformer toute l'ambiance d'une pièce. C'est-à-dire, le faux fini, on peut faire une peinture qui va imiter l'effet du bois, ou bien une peinture qui va imiter l'effet du marbre. Mais ce n'est que de la peinture. Comme son nom l'indique, les techniques faux finis sont faites pour ressembler à quelque chose d'autre, soit du marbre, du bois, de la pierre, ainsi de suite. Et il y a ce qu'on appelle la peinture à la craie, c'est un faux fini. C'est une peinture mélangée à l'eau et qui a l'avantage de ne pas être polluante. La plupart des peintures sont industrielles et peuvent être polluantes et nuisibles pour la santé. Ça, on le sait très bien parce que c'est des produits chimiques. Comme son nom l'indique, il est élaboré à l'aide de pigments naturels. Alors, la peinture à la craie est souvent utilisée pour peindre des meubles en bois. Elle est de plus en plus appréciée et devient une véritable tendance. Elle permet de donner un effet qui donne un cachet à votre mobilier. Là, on a un exemple des meubles peints avec ces techniques de peinture. Donc, ça donne un aspect très particulier à ces meubles qui vont être peints ou repeints avec une autre couleur. La peinture a un effet craquelé. C'est un effet recherché par quelques personnes qui donne une certaine esthétique, un certain charme. La peinture à effet craquelé est une technique utilisée pour vieillir une surface afin qu'elle donne une impression plus ancienne ou plus rustique. Donc ici on a un exemple sur la peinture craquelée. Donc c'est comme si elle est vieille, elle a commencé à craquer. Elle peut être utilisée sur les murs, sur des meubles ou sur de la porcelaine aussi pour leur donner un aspect vieilli. Lorsque cette méthode est utilisée sur les murs d'une pièce, elle est souvent employée avec d'autres techniques de peinture telles que le lavage des couleurs pour améliorer l'aspect usé. On a un autre effet de peinture craquelée, la peinture délavée. L'effet de couleur délavée est une méthode appréciée dans les faux finis. Ça rentre dans les techniques de faux finis. En utilisant la peinture diluée avec l'émail. L'émail, c'est cette espèce de vernis qu'on met sur de la porcelaine, par exemple, pour créer une couleur estampée et non uniforme sur les murs. Il y a des gens qui n'aiment pas cet aspect uniforme sur le mur et ils ont besoin de créer des nuances, donc avec cette technique de peinture délavée. Cette méthode est une forme facile à créer de faux fini car il n'y a pas de règles spécifiques à suivre, donc c'est un peu aléatoire. Elle est aussi une forme facile à créer car il n'y a pas de règles spécifiques à voir, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite. L'effet strié. Les stries, ça veut dire des couches, c'est comme s'il y avait des couches ou des traits de rayures. La peinture striée est un effet rayé qui peut aider à faire paraître les plafonds plus hauts et agrandir les pièces. Donc ici on voit un exemple de peinture rayée. On peut employer des coloris qu'on souhaite pour réaliser cette technique et cet effet en utilisant de préférence une déclinaison de la même couleur ou d'une seule couleur associée à un blanc cassé. Donc il y a différentes nuances dans le même effet de peinture rayée. Il y a d'autres techniques utilisées pour l'application de la peinture, c'est la peinture au chiffon. Donc c'est une technique très connue. Donc la peinture au chiffon est une technique décorative créée en roulant un chiffon imbibé de peinture et appliqué sur une surface encore humide. Alors tout ça on a dit pour ne pas avoir un effet uni. L'effet uni de la peinture est obtenu avec un rouleau. Et on va faire des mouvements
de haut en bas ou de droite à gauche, l'effet à la fin obtenu, c'est un effet uni. Pour ne pas obtenir cet effet uni, on va obtenir un effet nuancé. Donc il y a d'autres techniques utilisées, comme la peinture au chiffon. Parmi les effets recherchés, c'est un effet qui se rapproche d'un effet marbré ou du velours. Ça peut contenir de la matière aussi, la peinture au chiffon. Ça veut dire qu'on peut voir l'effet du chiffon sur l'application de la matière. On a ici un exemple de peinture au chiffon avec les effets et les gestes du chiffon. Bien sûr, on peut utiliser plusieurs couleurs, plusieurs nuances de couleurs mélangées au blanc, ainsi de suite. Merci et à bientôt.